Dans la presse, Hélène Frath, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment les réactions au retour en France des ex-otages Cécile Kohler et Jacques Paris après presque 4 ans de détention en Iran. Enfin, une bonne nouvelle, les serrer enfin dans leurs bras. Le magazine Paris Match fait état de l'émotion de leurs proches, dont la mobilisation, on le sait, n'a jamais cessé. Le Parisien aujourd'hui en France évoque aussi le travail sans relâche des diplomates dans un contexte rendu plus difficile encore par la guerre en cours. D'après le journal, le sort de Madié Esfandiari, condamné en février pour apologie du terrorisme, a pu peser dans les négociations. Cette Iranienne de 39 ans qui avait salué les massacres du 7 octobre en Israël et appelé à la violence contre la communauté juive de France vient de voir son assignation à résidence levée. Joie et soulagement aussi après la libération en Irak, cette fois de Shelly Kittelson. Elle était détenue depuis une semaine par le Kateb Hezbollah et c'est une nouvelle saluée en Italie où cette journaliste américaine est basée depuis longtemps. La presse internationale qui revient aussi, Hélène, évidemment, sur ce nouveau report de l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran. Oui, alors Axios annonce que Washington et Téhéran ont accepté le cessez-le-feu de 2 semaines proposé par le Pakistan. Le site américain indique que le ministre iranien des Affaires étrangères confirme l'accord de Téhéran et déclare que l'Iran autorisera le passage en toute sécurité dans le détroit d'Ormuz. Un cessez-le-feu annoncé qui reste encore à être mis en œuvre et qui n'arrête pas dans l'immédiat les appels à la destitution de Donald Trump. Le New York Times en rapporte que plus de 70 élus démocrates mettant en doute ses capacités mentales après ses déclarations, notamment sur sa volonté de détruire la civilisation iranienne, demandent sa destitution, soit dans le cadre d'un impeachment, soit via le 25e amendement de la Constitution américaine, selon lequel un président peut être destitué s'il est incapable d'exercer ses pouvoirs, les pouvoirs et les fonctions de sa charge. Donald Trump, président, dément ou stratège, les avis divergent. Le Monde observe que le président américain emploie régulièrement cette technique de l'ultimatum, cette technique de négociation pour forcer ses adversaires, comme ses alliés d'ailleurs, à accéder à ses demandes. Une stratégie utilisée maintes et maintes fois avec l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, et ce dès le 21 mars 2026. Stratégie utilisée également dans les négociations commerciales, par exemple avec le Canada, qu'il avait menacé de droits de douane punitifs à 25% dès le mois de novembre 2024, là encore, avec ensuite des délais allongés, des sanctions, puis des concessions, un nouvel ultimatum, et le dernier en date qui menace le Canada, le droit de douane à 100%, menace non suivie des faits pour l'instant. La menace de surtaxe douanière que Donald Trump a aussi brandie contre le Royaume-Uni, dont le gouvernement interdit l'accès à son territoire au rappeur américain Kanye West. Oui, après un week-end de polémique autour de sa participation à un festival, à cause de ses propos tenus dans le passé, nombreux propos antisémites, l'interdiction vient donc effectivement de tomber. Finalement, le Sun, le tabloïd, se dit soulagé de voir le gouvernement britannique agir enfin contre le rappeur. Satisfaction également du Times qui juge justifier l'annulation de son visa, malgré les excuses de Kanye West pour ses propos passés. Justement, la question de l'antisémitisme, objet en France d'une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Ce texte de Caroline Yadan, qui est une députée des Français de l'étranger, basée notamment en Israël, prévoit d'élargir le délit d'apologie du terrorisme et crée un délit de négation d'un État, en l'occurrence l'État hébreu, déjà critiqué par des rapporteurs de l'ONU, alarmés, je les cite, par des dispositions susceptibles d'être appliquées de manière arbitraire et abusive. Le débat tourne ici en France à la levée de boucliers. Selon Mediapart, plus d'un demi-million de Français ont déjà signé la pétition appelant les députés à voter contre cette loi. Et c'est la première fois qu'une pétition citoyenne dépasse ce seuil de 500 000 signataires avant même que la loi soit examinée. Interrogé par France Info, l'auteur, celui qui a lancé cette pétition, un jeune ingénieur d'école, un jeune homme qui est en école d'ingénieur, je vais y arriver, et explique tout simplement que ce texte établit, selon lui, un amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël.
Hélène, un mot pour finir du débat en Espagne autour du tableau Guernica, le chef-d'œuvre de Picasso. Ouais, donc, Courrier international, les commentaires de la presse espagnole sur le souhait du gouvernement basque de récupérer temporairement cette toile qui est exposée à Madrid pour les commémorations du 90e anniversaire du bombardement de Guernica en 1937. Le musée Reina Sofía refuse en raison des risques de dommages et plusieurs quotidiens espagnols ne comprennent pas pourquoi il faudrait outrepasser cette décision. Le très conservateur ABC juge par exemple paradoxal que les nationalistes basques revendiquent comme leur appartement un tableau qui est peint par un artiste qu'ils condamnent par ailleurs pour son sexisme et ses comportements violents. Et à la rubrique art, toujours 7e art. Et non, ce n'est pas un tableau, mais la très belle une du Vogue États-Unis consacrée au deuxième volet du Diable s'habille en Prada. La une, Meryl Streep et Anna Wintour. Non, vous ne voyez pas double. Quand Miranda rencontre Anna, je ne sais pas si elles sont diaboliques, mais elles ont l'air de diablement s'amuser. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse et merci à vous. Prochain journal dans quelques minutes.